À la une de l'actualité, il s'agit de l'aboutissement d'un processus entamé depuis plusieurs mois, marqué par des tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre de violences armées et d'affrontements entre groupes rebelles et forces régulières. Et ce vendredi, la République démocratique du Congo et les Rwandais ont officiellement signé à Washington un accord de paix qualifié d'historique et sous l'égide des États-Unis d'Amérique. La cérémonie s'est tenue au département d'État américain en présence du secrétaire d'État Marco Rubio. Lors de la cérémonie de cette signature, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba, a reconnu que ce moment n'effacera pas les douleurs du passé, mais il peut commencer à restaurer ce que les conflits ont violé, notamment la sécurité, la dignité et l'espoir. Et à 20h, heure de Kinshasa, le président américain Donald Trump va rencontrer le deux ministres des Affaires étrangères, en l'occurrence la patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikomba, et son homologue du Rwanda. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo salue une victoire judiciaire à la suite de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple de se déclarer compétente et de juger recevable la requête de Kinshasa contre les Rwandais. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi 27 juin 2025 au palais de justice, le ministre de Justice d'intérim Samuel Mbemba a exprimé sa conviction que cette décision mènera bien sûr de manière inéluctable à l'examen du fond du dossier et à terme la condamnation du Rwanda. Et c'est tout pour les titres, bienvenue dans cette édition du journal. Et voilà, je vous retrouve pour vous informer. Quittons la ville-province de Kinshasa, on se redirige aux États-Unis d'Amérique, précisément à Washington. Je l'ai bien sûr annoncé au sommaire. C'est un tournant décisif dans l'histoire récente de la région du Grand Lac. La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont officiellement signé ce vendredi à Washington un accord global de paix sous la médiation des États-Unis d'Amérique. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, consacrant une avancée majeure vers la fin des hostilités entre les deux pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et les Rwandais. Ces traités historiques met un terme aux tensions armées récurrentes dans l'est de la RDC, marquées en 2025 par une recrudescence des violences des groupes armés du M23 AFC, accusés d'être soutenus par Kigali. Il repose sur la déclaration de principe signé le 25 avril dernier et engage les deux États au respect mutuel de leurs frontières, à l'interdiction des hostilités et au désarmement des groupes armés actifs dans la région. Et selon le gouvernement de la République démocratique du Congo, cet accord incarne une victoire pour la paix et la souveraineté nationale et l'avenir du peuple congolais. La RDC y voit également l'opportunité de réorienter ses ressources vers le développement, santé, éducation, infrastructure et relance économique. Et pour la patronne de la diplomatie congolaise, Madame Thérèse Kaikomba, ces jours marquent une victoire diplomatique majeure pour notre pays et l'affirmation claire de notre engagement en faveur d'une paix durable pour le multilatéralisme. L'accord est salué comme un espoir nouveau pour des millions de Congolais affectés par des années de conflits, de déplacements forcés, d'insécurité chronique dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Et il faut bien le noter, je l'ai bien sûr signifié au sommaire, à 20h, heure de Kinshasa, le président Donald Trump va rencontrer le deux ministres des Affaires étrangères, en l'occurrence la patronne de la diplomatie congolaise, Madame Thérèse Kaikomba, mais également son homologue du Rwanda. De retour dans la capitale congolaise, c'est jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a conféré avec la plateforme des confessions religieuses au sujet du dialogue entre Congolais quelques jours après sa rencontre. Après les catholiques et les protestants, selon l'archevêque Ejibaya Mampia, sa plateforme a reçu le quitus du président de la République pour poursuivre sa démarche en intégrant bien sûr la CENCO et le CC. Regardez ici le commentaire avec nos confrères de la presse présidentielle. Conduite par son président, le pasteur Ejibaya Mampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la CENCO et l'ECC proposent,
il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écoutés, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SNCO et SCC, et nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. » Le président décimé, Idriss Katinga, a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'SCC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'Est. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. Je l'ai bien sûr annoncé à Washington, les deux pays, bien sûr, ont signé l'accord de paix. Mais il faut en retenir. La justice va continuer son travail sur le terrain et le ministre de la Justice et garde des Sceaux intérimaire, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a tenu un point de presse ce vendredi 27 juin 2025. En toile de fond, il a été question de donner des éclaircissements sur les dossiers arrêts rendus par la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple qui s'est déclarée compétente et jugée recevable à la requête introduite par Kinshasa contre les Rwandais accusés des violations massives des droits de l'homme sur le territoire congolais. Les reportages signés par Edouard Kama et Aristote Batman. La Cour africaine de droits de l'homme et de peuple s'est prononcée ce jeudi 26 juin 2025 à Arusha, en Tanzanie, sur l'affaire opposant la RDC au Rwanda. L'information a été communiquée par Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice, assumant l'intérim du ministre d'État lors d'un point de presse tenu ce vendredi 27 juin à Kinshasa. Ayant conduit la délégation congolaise en Tanzanie, le ministre d'État ad intérim de la Justice s'est réjoui de cette étape décisive qu'il a qualifiée des fruits du leadership éclairé du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de sa vision matérialisée par la première ministre Judith Suminwa. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est déclarée compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo et par la même occasion, elle a déclaré la requête de la RDC recevable nonobstant la panoplie des exceptions.
Dans la foulée, le patron de la justice a, avant de souligner la condamnation imminente du Rwanda par la Cour, rappelé l'impact de cette victoire au niveau national, voire international. Si le Rwanda envoie ses observations, la République démocratique du Congo aura 45 jours pour répliquer et alors s'ensuivra la décision finale quant au fond. Si la requête de la République démocratique du Congo n'avait pas avancé de faits avérés, si ces faits ne pouvaient pas être connus par la Cour, cette requête allait être rejetée. C'est depuis plus de 30 ans que le Rwanda sévissait à l'est de notre pays dans l'impunité totale. Outre le procès à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, plusieurs autres actions judiciaires initiées par le gouvernement au niveau international contre l'agression rwandaise sont en cours devant les instances judiciaires internationales telles que la Cour pénale internationale. Rappelons qu'il y a eu ouverture du procès en février de cette année et que les deux parties avaient plaidé leur cause. Parlons autre chose dans cette édition du journal. Les comportements barbares et les tracasseries policières vis-à-vis des motards et autres conducteurs ont été réprimandés avec force jeudi dernier par le commissaire provincial, le général Israël Kantou, lors d'une tournée effectuée dans la ville-province de Kinshasa. Images et commentaires. Depuis son avènement à la tête de la police nationale congolaise à Kinshasa, le commissaire provincial Israël Kantou continue d'étendre son action pour assurer la sécurité dans la capitale. Jeudi dernier, il s'est rendu dans la commune de Massina pour échanger avec le notable. En chemin, il a surpris, au niveau du quartier 1, un policier en train de donner des coups à un motard. Un comportement incivique que le général a réprimé sans tergiverser. Le grade que vous avez, c'est pour faire respecter les instructions données à tous ces éléments. Mais il se constate que ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, tous les éléments se voient être en tenue civile, voire même la LENI en tenue civile. Est-ce que les éléments de la LENI peuvent-ils opérer en tenue civile selon nos instructions ? La mission du jour du commissaire de la ville de Kinshasa a commencé dans la paroisse Marie-Immaculée de Massina. Ici, il a dialogué avec les responsables de cette entité ecclésiastique qui lui ont fait part de leurs doléances sécuritaires. Préoccupés nous-mêmes par cette situation de l'insécurité, nous avons estimé l'inviter chez nous pour lui dire notre souci, notre peine. Sa réaction en général, elle est bonne, elle est très positive parce que d'après lui, ça ne va pas traîner. Il va très bientôt répondre à nos desiderata. Poursuivant son parcours, le commandant de la police de Kinshasa s'est rendu au quartier Poba, un endroit où les bandits armés font la loi chaque jour. Il est important de noter que le niveau de criminalité à Kinshasa doit être abordé avec une approche différente afin de soulager la population. Alors, quittons la capitale congolaise, on se dirige cette fois-ci dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La notabilité iturienne présente au dialogue d'Arou 2 a promis de s'impliquer activement en vue de la réussite totale de ces pourparlers. Et cette dernière l'a fait savoir jeudi 26 juin 2025 lors d'une interview accordée à la presse. Ruth Mango a été sur place pour plus de détails. La notabilité iturienne salue l'initiative des autorités provinciales, celle de l'associé dans le pourparler d'Arou 2, en vue de la résolution des problèmes sécuritaires de la province. Jusque-là, l'impression est encore bonne. Il est question de sortir de nos égos, de voir l'intérêt général de l'Ituri. C'est ce qui prime. Ce qui est intéressant, nous avons écouté avec vous tous les 6 groupes armés de l'Ituri. Ils se sont exprimés librement et les travaux évoluent bien. Je crois que, comme disent les uns et les autres,
la fumée blanche pourra sortir demain. Ces dernières s'engagent à s'impliquer activement dans la mise en œuvre effective des résolutions qui seront prises lors de ces assises. Nous avons travaillé, ils ont parlé, ils ont été francs, ils ont dit toutes les vérités ouvertement. La première des choses que nous, en tant que communauté, nous avons salué. Deuxième des choses, c'est qu'ils se sont engagés au processus. Ils ont dit qu'ils sont prêts pour la paix. Ils sont fatigués avec la guerre. Et en présence des chefs coutumiers et des leaders communautaires, nous avons pris acte de leur détermination et de leur engagement. Comme tout le monde est disposé à la paix, quand une telle manœuvre négative veut s'installer dans notre territoire, tout le monde est comme chargé de sécurité. On ne peut pas accepter que tout fils d'Arou puisse aller dans ce sens-là. Si on apprend seulement que non, vous êtes dans un mauvais chemin, automatiquement c'est la même population qui te dénonce auprès des services de sécurité. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le territoire d'Arou est très calme. Rappelons que le dialogue intergroupe armé Arou 2 évolue en toute quiétude sans aucun incident sous la coordination du commandant 32e région militaire, le général-major Antoine David Mouchimba, représentant le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni. Alors, des retours dans la capitale congolaise à Kinshasa, les conséquences des pluies diluviennes du week-end dernier sont dramatiques. L'avenue Banzabouma, dans la commune d'Ingaliéman, a littéralement cédé sous la force des eaux, plongeant les habitants dans une situation de détresse extrême entre infrastructures détruites, habitations menacées et isolement complet. Les riverains ont lancé un cri d'alarme aux autorités. Regardez. Depuis les pluies diluviennes survenues samedi dernier à Kinshasa, une érosion d'une rare violence a dévasté l'avenue Banzabouma dans le quartier Maninga, commune d'Ingaliéman. Ce phénomène naturel a provoqué l'effondrement spectaculaire de la chaussée, transformant la route en un gouffre béant totalement impraticable. Sur place, le constat est accablant. Des portions entières de l'asphalte ont été arrachées, emportant avec elles un mur de clôture, canalisation et habitations précaires. Plusieurs maisons menaçant de s'effondrer à leur tour, tandis que les riverains vivent désormais dans la peur permanente d'une aggravation. La circulation est totalement paralysée. Piétons et motocyclistes doivent se frayer un chemin en enjambant de débris de béton, de terre et des tôles. Dans l'attente d'une intervention des autorités, les populations sinistrées tentent tant bien que mal de survivre avec les moyens du bord. Mais les besoins sont nombreux. Relogement de sinistrés, approvisionnement en eau potable, accès aux soins et surtout travaux urgents pour stopper la progression de l'érosion. Face à l'ampleur des dégâts, les habitants lancent un appel pressant aux autorités locales et nationales pour une intervention technique immédiate et un accompagnement humanitaire. La route s'est coupée en deux depuis les pluies diluviennes qui se sont abattues samedi dernier. Nous souffrons terriblement, cela étant, nous demandons au chef de l'État de nous venir en aide. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Cette route relie le quartier Kila, Sangamamba, Delvaux jusque dans le quartier Barré. Maintenant que cette route n'est plus praticable, même les motards ne passent plus par ici. Nous aimerions que le président Félix nous vienne en aide car nous sommes fatigués. Les pluies dernières ont causé beaucoup de dégâts. Cela nous a beaucoup dérangés. Les autorités ont déjà fait des va-et-vient sans aucune solution concrète. À l'allure où vont les choses, nous avons peur pour nos familles. Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et le développement des nations du monde entier. Et c'est vendredi 27 juin 2025 et c'est la journée mondiale des MPME et célébrée pour reconnaître les entreprises, leur importance, mettre en lumière leurs contributions et promouvoir leur croissance et leur pérennité. Esther Yamoumé et Jérôme Zolo ont fait la tour dans la capitale. Elles jouent un rôle crucial dans le secteur économique de la République démocratique du Congo, mais elles font face à de nombreux défis. Le micro, petite et moyenne entreprise sont des sources essentielles d'emploi, de revenus et de croissance locale. En RDC, de nombreuses de ces entreprises travaillent dans des conditions difficiles.
La journée du 27 juin est dédiée au MPME afin de sensibiliser le public à l'immense contribution de ces entreprises à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est un secteur essentiel mais limité car une grande partie de MPME évolue dans l'informel, ce qui limite leur accès aux opportunités au financement. Au-delà du manque de financement, ces femmes qui évoluent dans l'informel évoquent le manque d'un environnement sécurisé et font face à des tracasseries policières à tout bout de champ. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, surtout avec les policiers du camp Lufungula, qui viennent chaque fois, mais aussi les agents de l'assainissement qui nous traumatisent. Ils ravissent nos marchandises et nous chassent d'ici à tout bout de champ. Nous débrouillons ici pour subvenir aux besoins de nos familles et scolariser nos enfants. Mais une fois ici, nous subissons un mauvais traitement de la part de la police qui nous soutire beaucoup d'argent, jusqu'à 5 000 voire 6 000 francs par jour. Nous sommes inquiétés à tout moment ici. La police nous dérange en oubliant que nous sommes de mères de famille et nous soutenons nos familles par notre petite activité. Ils nous soutirent de l'argent à la place des taxes reconnues. Nous payons beaucoup d'argent inutilement sans être subventionnés. Face à ces tableaux sombres, plusieurs questions se posent quant à la politique mise en place par le ministère de l'Industrie et de PME pour soutenir ces secteurs stratégiques en subventionnant les jeunes et les femmes qui y travaillent. Deux inquiétudes poignantes face à cette situation désolante ont été soulevées et présentées sans gants au ministre de l'Industrie lors de son audition devant la commission ATNTIC. Les lobes étrangers, c'était mon corps, Sani mon corps, Loutou mon corps. Les lobes sont petit briques à la FPI Boyambay. Politique ni bon mettre en place. On a bateau banika manioc. Ceux qui ont sali industrie à Minemi. Il est presque impérieux que le ministre de tutelle réponde favorablement à ces besoins pressants afin de créer de politiques plus favorables et de financements plus accessibles, mais aussi de protéger ces secteurs face à l'afflux des activités tenues par des expatriés qui vendent au détriment de petites et moyennes entreprises. Les embouteillages monstres enregistrés ces derniers jours dans la capitale congolaise Kinshasa semblent être l'œuvre des autorités administratives suite au flou entretenu par certains services de l'État. Et c'est les constats établis par nos reporters de Bosolo Télévision, bien sûr, dans la soirée du lundi dernier. Dans quelques artères de la capitale, les chauffeurs et piétons accusent d'une part l'hôtel des villes et de l'autre part le ministère de l'économie nationale et celui des transports d'entretenir les flous dans l'air dernière communication. Israël Toumba, Bosco Kabamba, Prince Ngoy et Chrétien Gaïmé ont fait des constats sur le terrain. Déployés sur des principaux axes de la capitale, dont la route de poids lourds et celui de bypass, les constats est amer. Sur l'axe de poids lourds, les embouteillages commencent à la hauteur de Baramoto. Malgré la présence de la police de circulation routière, la fluidité n'est toujours pas visible. Lorsque le gouvernement avait premièrement pris la décision d'interdire la circulation des véhicules à remorque, selon moi, l'analyse était bonne et il n'y avait plus d'embouteillage. Mais depuis qu'on a revu cette décision, en tout cas, ça ne va pas. Sur le boulevard Lumumba, la scène est horrible. Des colonnes de véhicules avancent difficilement, les gens parcourent des longues distances à pied et d'autres ne savent plus quoi faire pour arriver à temps à leur domicile. Depuis 12e rue jusqu'ici, nous marchons à pied. En tout cas, il n'y a que l'État qui peut trouver solution. Depuis des années, dans cette capitale, nous sommes habitués à cette vie et nous marchons à pied. Les codes de la route est bafoué. Certains chauffeurs font la loi et l'État reste quasi inexistant.
Un peu plus loin, sur l'avenue Bypass, ce sont les longs files d'attente. Pas de passage. Les véhicules sont stoppés. Il n'y a pas de passage même pour les piétons. Au niveau de la sous-région, dans la commune de Lemba, l'appel est lancé à la police spéciale, mais sans réponse. Ici, les caniveaux sont débouchés et absorbent la route. Une situation qui rétrécit la voie, entraînant des embouteillages monstres sur la route Bypass. Les désordres semblent être créés par les autorités elles-mêmes qui prennent des décisions sans effet sur le terrain, d'après ces chauffeurs, d'où son interpellation. Depuis l'interdiction des gros camions par le gouverneur, notre travail s'est passé bien. Mais depuis que cette mesure a été levée, c'est devenu invivable. Les remorques bloquent tout. D'un côté, les autorités nous pourchassent. De l'autre, les camions paralysent la circulation. Au rond-point Ngaba, de tous côtés, de marchés pirates s'écrèent comme des champignons malgré les interdictions de l'hôtel de ville. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'exécutif provincial avait lancé la campagne intitulée Balabala Isa Wenzete. Selon un conducteur de moto rencontré, l'État devrait définir une bonne politique pour gérer cette situation. Nous, chauffeurs et motards de Kinshasa, nous sommes aussi responsables des embouteillages. Les désordres commencent quand on quitte nos bandes de circulation. Les chauffeurs de 207 bloquent la seule voie libre. Et avec toutes ces manœuvres hasardeuses sur la route, les bouchons deviennent inévitables. Les embouteillages monstres que connaît actuellement la ville de Kinshasa tirent leurs origines des flous entretenus entre deux décisions parallèles, celle de l'hôtel des villes d'une part et celle du ministère de l'économie en collaboration avec celui des transports. Alors, quittons la République démocratique du Congo, nous sommes au-delà de nos frontières, 12 jours après le déclenchement d'un conflit éclair entre Israël et l'Iran. Les deux pays semblent marquer une pause d'escalade, chacun affichant bien sûr ses propres reçus des victoires. L'armée israélienne, par la voix de son état-major, s'est félicitée d'avoir accompli une réussite stratégique majeure avec une supériorité aérienne totale au cœur de l'Iran, assurant ainsi avoir atteint l'ensemble des objectifs fixés pour l'opération militaire. Cependant, du côté de Téhéran, l'ambiance est au recueillement et à la mobilisation nationale. Le gouvernement iranien a annoncé pour ce samedi des funérailles historiques dans la capitale en hommage aux hauts gradés et scientifiques tombés sous les frappes israéliennes. Edouard Tiama nous en parle. Au 4e jour du cessez-le-feu avec Israël, l'Iran a ouvert son espace aérien dans l'est du pays. Pour d'autres régions, y compris la capitale, il va falloir encore attendre. D'importants dégâts humains et matériels sont encore visibles. À Téhéran, plus de 120 maisons ont été complètement détruites et 500 autres ont subi des dommages importants. Selon un bilan officiel qui ne recense que les victimes civiles, on enregistre au moins 610 morts et plus de 4700 blessés. À l'issue de la guerre de 12 jours, les autorités iraniennes ont admis que leurs installations nucléaires avaient été considérablement endommagées par les bombardements israéliens et américains. De son côté, le président Donald Trump dit avoir retardé de plusieurs décennies le programme nucléaire iranien. Des discussions irano-américaines sont attendues la semaine prochaine. La session prévue le 15 juin dernier avait été annulée en raison des bombardements israéliens. Ces négociations sous médiation omanaise ont été lancées en avril en vue d'un accord encadrant le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions frappant son économie. Et voilà, ce qui met terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir de 19h pour vous développer les informations en ce qui concerne l'accord de paix signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais également la rencontre qu'aura Donald Trump ce soir à 20h, heure de Kinshasa, entre les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda, mais également la patronne de la diplomatie congolaise. Merci à Edouard Tiama qui l'a supervisé et coordonné. Merci à Général Chitumbi
celui qui était bien sûr devant les grandes machines pour me faire parvenir dans vos maisons. Prince Ngoy lui a assuré la prise de vie. Je vous dis merci et au revoir.